Alors, en espérant que ça fonctionne. Ça fonctionne? Ouais, c'est bon. Alors, si vous venez nous rejoindre sur Facebook. Ah, si je m'entends en même temps sur l'autre truc. Bon, voilà, on est en train de tester Facebook. Bon. Donc, bienvenue. Ce soir, on parle d'énéagramme dans le cadre du groupe de formation PNL niveau 2 qu'on a à Paris. Alors, parmi vous, qui ne connaît pas du tout l'énéagramme? Si vous êtes sur Internet, vous pouvez interagir avec nous. Laissez-moi des petits likes, des petits coucous, des petits machins. Malheureusement, je ne peux pas réagir directement avec vous, mais, puisque je suis avec un groupe. Mais vous êtes les bienvenus quand même. Alors, qui m'a dit qu'il ne connaissait pas du tout? 1, 2, du tout, l'énéagramme 3, tu connais un peu 4, ok, super. Alors, on se donne 1 heure, ça va? 1 heure maximum. Alors, l'idée, pour vous parler de l'énéagramme ce soir, c'est d'abord, on va définir un peu ce que c'est. Ensuite, je vais vous montrer comment ça se dessine. Et c'est intéressant de comprendre, parce qu'il y a une logique, en fait, dans la structuration d'un dessin énéagramme. Et puis après, je ferai on rentrera un petit peu dedans, on va parler des personnalités, tout ça, puisque l'énéagramme, en fait, a pour but d'aller vers une meilleure connaissance de soi, des autres et du monde. Et si j'affectionne particulièrement cette approche, c'est parce qu'elle rebondit, en fait, sur des principes qui régissent bien au-delà de la psychologie humaine. Elle régit des lois dans l'ensemble de l'univers, en fait. Et vous savez que si on peut poser quelqu'un sur la Lune, c'est parce que l'univers est fait de lois, qu'on comprend ces lois, et c'est pour ça qu'on peut faire ça. Donc, comprendre ces lois qui organisent notre vie, ça a évidemment des intérêts. Alors, si on revient un peu sur l'origine de l'énéagramme, on ne sait pas trop, en fait, depuis quand. Il y a plus de 5000 ans, on sait dire qu'on avait déjà des traces, c'était l'époque un peu de Pythagore, tout ça. Et puis après, ça a pas mal évolué. Et l'endroit où on a le plus entendu parler de l'énéagramme, enfin, les traces les plus anciennes qu'on ait dans le cadre de l'exploitation qu'on va en avoir ce soir, c'est-à-dire de l'éveil à la fois de soi, de la connaissance de soi, des autres et du monde. On parle de l'éveil psycho-spirituel. Là où on retrouve les plus vieilles traces donc, de l'exploitation de l'énéagramme dans ce sens, c'est dans une des branches de l'islam qu'on appelle le soufisme. Hein, voilà. Alors, énéagramme, qu'est-ce que ça veut dire? Éné, ça vient de Énéade. Énéade, c'est la série des 9. C'est un mot, hein, il y a 2 mots grecs, Éné et grammos. Éné parce que 9, on va voir, on parlera de série de 9. Et puis grammos, ça vient du mot point en fait. C'est l'ensemble des points. Alors, si vous regardez un dessin sur l'énéagramme, pour ceux qui abordent ça pour la première fois, c'est représenté la plupart du temps sous la forme d'un cercle. Un cercle dans lequel on va d'abord, la première chose, ce qui est intéressant, c'est la symbolique du cercle, qui renvoie, vous savez que la symbolique du cercle, ça renvoie à l'unité, à l'équilibre. Par exemple, vous connaissez le symbole du yin et du yang. Hein, c'est le côté solaire, c'est le tout, etc. Et on verra pourquoi je vous parle de cette symbolique, parce que ça renvoie justement à cet équilibre. Et l'énéagramme, bien sûr qu'on va voir qu'on a des touches de personnalité différentes, mais en tout cas dans ma manière d'aborder l'énéagramme, il faut voir que je fais l'énéagramme depuis 1987, 88, 87, 88, que j'ai découvert moi l'énéagramme. À l'époque, je faisais j'ai fait un peu de soufisme, mais j'étais dans des groupes de développement personnel un petit peu branchés là-haut. Et alors je me suis pas formé à l'époque, mais les personnes avec qui je travaillais l'utilisaient. Voilà. Après, je me suis formé en 90. Le premier séminaire que j'ai fait d'énéagramme, c'était en 90, parce que j'avais fait venir un gars à Grenoble. Je me souviens, j'avais communiqué assez large à l'époque. J'avais dû communiquer ça à peu près 1200 personnes, ce qui était à l'époque beaucoup pour l'époque. Et j'avais eu 4 inscrits. Alors peut-être que ma doc était vraiment mal faite, mais toujours est-il qu'on a quand même fait le séminaire. J'ai ramené des copains, pour tout vous dire, on fumait un peu le pet tout en faisant des trucs, enfin bon bref, c'était un peu comique, mais c'était vraiment sympa. Voilà. Et donc l'énéagramme représenté d'abord par un cercle. Ensuite, la deuxième chose qui est importante quand on dessine un énéagramme, c'est qu'on va diviser le cercle par 3. D'accord? Voilà, hop, et hop. Du coup, on va se retrouver avec 3 parties qu'on va encore diviser par 3. D'accord? Hop, hop. Hop, et hop. Et du coup, on se retrouve avec 9 points. On a coutume de mettre le 1, je vais mettre ici en noir, le 1 ici, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8 et le 9. Alors, si vous prenez des notes, que je vois la plupart faire, prévoyez un petit peu de place autour du dessin parce que je vais écrire des trucs.
Donc, je vous parlais du cercle, qui est en fait l'intégration de l'ensemble de ces polarités. Et je pense qu'on a toutes ces polarités en nous, hein, pour vous dire. Voilà. Après, on va voir qu'on a quand même des zones qui sont plus ou moins développées, on va le voir, de type 1, de type 2, de type 3. Et chacune de ces zones correspond à une dimension. Et quand on dit qu'une personne est de type 1 ou de type 2 ou de type 3, ce n'est pas l'idée qu'elle est enfermée dans un profil, c'est l'idée qu'elle va mettre en avant, que ce soit sur le plan de sa nature, sa sensibilité ou en termes de comportement, des attitudes de type 1, 2, 3, 4 ou 5 ou 6 ou 7 ou 8 ou 9. D'accord ? Donc l'idée de l'énéagramme, c'est d'abord dans un premier temps pour moi de vous sensibiliser à l'essentiel de cette thématique, pour que vous compreniez de manière très simple en fait. Et vous allez voir, c'est très intéressant parce que c'est très cohérent en fait. Et pour ceux qui étaient là à la soirée, on a parlé, vous savez, des étapes de croissance là, dans la Gestalt, vous allez voir que ça a des liens. Donc je vais vous proposer un premier tour où on va identifier les profils des uns et des autres. Et vous verrez bien sûr qu'il n'y a pas de mauvais et de bons profils, tous les profils sont bons. Ensuite, dans un deuxième temps, je vous parlerai des voies d'intégration et de désintégration. Alors ça, c'est un truc que vous verrez sur tous les dessins qui représentent l'énéagramme. C'est-à-dire qu'il y a des chiffres qui sont reliés par des droites. En l'occurrence, le 4, il est relié par le 2 et par le 1. Avec le 1. Le 5, il est relié au 7 et au 8. Puis enfin, le 1 est relié au 7 et le 2 est relié au 8. Et en fait, pourquoi ? Parce que ce dessin indique des voies, des courants. On pourrait presque parler de courants énergétiques, en fait. Et on va voir qu'à travers ces dessins, on va comprendre quelles sont les logiques par lesquelles l'individu va croître ou décroître, en fait. Et on va voir que ça a des liens très particuliers, et on verra quelques exemples. Quand une personne tend vers le meilleur d'elle-même ou moins bon, ça va tout de suite vous parler, d'ailleurs, quand on va... parce que ça va vous faire penser à des gens ou à des situations dans lesquelles vous-même vous vous retrouvez. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que derrière la psychologie, il y a des lois mathématiques. Et en fait, tout répond à des lois mathématiques. Vous allez voir, c'est très étonnant. On fera des trucs avec nos calculatrices tout à l'heure, vous allez voir, qui sont en lien avec la psychologie, c'est assez intéressant. Alors, pour comprendre, avant d'aborder chacune des thématiques que je vais faire, puis enfin d'entrer dans ce qu'on va appeler les voies d'intégration et désintégration, je vais vous parler de l'énéagramme. Quand on parle d'intégration et désintégration, ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il n'y a pas de bons et de mauvais profils, par contre, ce qu'on va voir, c'est que les profils sont élevés ou moins élevés. C'est-à-dire que plus il va vers le meilleur de nous-mêmes, plus on évolue vers le meilleur de nous-mêmes, plus on va vers ce qu'on appelle notre intégration. Pourquoi intégration ? Parce qu'on intègre toutes les dimensions de soi, mais aussi on intègre la faculté d'être en harmonie avec son environnement. Okay ? Donc, si on regardait l'énéagramme en 3D, on assisterait en fait à un cône. Vous voyez ça un peu comme un cône, qu'on pourrait diviser en 3. Alors, en fait, dans l'énéagramme, il y a 9 niveaux de développement. Donc, le niveau élevé, on appelle le niveau sain. Je vais vous décrire ce que c'est. Le niveau moyen, on l'appelle le niveau moyen. Et le niveau en bas, on l'appelle le niveau malsain. D'accord ? Donc, il y a sain, moyen et malsain. Et qu'est-ce que ça veut dire être dans le niveau sain ? Vous avez tous touché ça à un moment donné. Et heureusement. Vous êtes en niveau sain quand vous êtes à la fois en connexion avec le meilleur de vous-même, vous êtes dans votre pure expression, d'accord ? Et du coup, vous êtes pleinement en harmonie avec ce qui se passe. On n'est pas dans des rapports de type fuite ou attaque, dévalorisation, tout est OK. Vous voyez ? Et ce n'est pas parce que l'environnement est bon ou mauvais, c'est que vous allez grandir avec, vous êtes en harmonie avec. Donc ça, c'est la phase du haut. Et heureusement, vous touchez ça. Et on va voir que dans la coloration 1, 2, 3, 4, 5, 6, ils ont chacun leur modèle, en fait, en quelque sorte, d'être d'harmonie avec l'environnement. Donc ça offre là, encore une fois, une cartographie très intéressante. Quand on descend dans le niveau moyen, et c'est là que les polarités spécifiques à chacun des profils vont se manifester, c'est que la personne, en quelque sorte, elle croit, c'est une croyance, que pour être aimée, c'est une façon de se raccrocher un peu aux branches, pour être aimée, il faut qu'elle agisse de telle ou telle manière. On verra qu'un 1 cherche à être parfait pour être aimé, un 2, il cherche à aider les autres en permanence pour être aimé, un 3, il a besoin de réussir, croire qu'il faut qu'il réussisse pour finalement être aimé, un 4, d'être vraiment différent et d'exister à travers sa sensibilité pour être aimé, un 5, de comprendre, voilà, de chercher à être compris pour être aimé, un 6, d'être entouré, d'engager avec les autres pour être aimé, un 7, de profiter de la vie pour être aimé, un 8, d'être dans sa force et dans son pouvoir pour être bien et reconnu et quelqu'un de chouette, et le 9, que les choses soient toujours très harmonieuses pour être finalement bien. Vous comprenez ? Donc ça va développer à un niveau moyen des modalités comportementales pour avoir, en fait, c'est inconscient, l'espoir, au fond, d'être quelqu'un de bien. Vous comprenez ? Et vous aurez compris que plus la peur est élevée,
et là on va descendre dans les zones plus basses, plus la peur, l'angoisse de ne pas être parfait est tellement forte que je me sens évidemment nul, dévalorisé en permanence. Et pour fuir ce sentiment profond, eh bien, j'ai une espèce d'extrême quête de bien faire. Et donc, du coup, vous venez de passer chez moi, par exemple, on va le voir, je peux donner un exemple, eh ben, il faut que tout soit toujours impeccable, vous voyez. Et je suis toujours en train, évidemment, de me critiquer, de critiquer le monde, donc c'est très lourd. Et on a, là, vraiment, au plus bas, vraiment, les problèmes psychiques, hein. C'est-à-dire que quand on est au plus bas, on a besoin d'accompagnement, hein. On ne s'en sort pas tout seul. D'accord? Donc, c'est pour vous donner quelques points clés comme ça. Donc, un 2, on va voir, quand il est au plus bas, il est très mal. Donc, chacun va l'être un peu dans sa couleur. Alors vous allez me dire, est-ce qu'on n'est que dans un profil? Non, vous n'êtes pas que... Vous avez ce qu'on appelle un profil de base, d'accord, qui est plus ou moins élevé. Et puis après, vous allez rayonner. Comment? D'abord par votre aile. On va parler des ailes. L'aile, par exemple, si je suis un 1, ça peut être un 9 ou un 2. Hein, je rappelle que je suis dans tous les diagrammes, mais on parle des dominantes. Ensuite, on va voir... donc première chose, c'est où est-ce que je me situe dans les diagrammes? Est-ce que je suis plutôt 1, 2, 3 ou 4? C'est ce qu'on ferait très vite dans un séminaire. D'accord? Où est-ce que vous êtes le plus? Ensuite, on va s'occuper des ailes, c'est-à-dire des côtés où vous penchez le plus. Ensuite, on va s'occuper des voies d'intégration et de désintégration. Troisième cartographie. Quatrième cartographie, on va prendre en compte les voies d'harmonisation, dont je vous parlerai un petit peu ce soir. Et puis enfin, je vous parlerai peut-être, si on a le temps, des voies de réalisation directe. Donc tout ça pour dire que ça cache, en fait, tout un ensemble de cartographies qui vont être extrêmement éclairants pour se connaître soi et mieux comprendre son rapport à l'environnement, à la fois dans sa dynamique psychologique, émotionnelle, mentale, mais aussi spirituelle. C'est-à-dire spirituelle parce que ça va nous renvoyer à qui nous sommes le plus profond de nous-mêmes, à notre mission, notre quête, notre système de valeurs, et comment, au fond, s'harmoniser avec l'environnement pour grandir, être de plus en plus en amour, en paix, en joie, etc. avec l'environnement. D'accord? Donc, l'ambition est large. Ok? Bon. Alors, d'abord, je vais vous donner les noms des profils, même si après, on a plutôt tendance à utiliser les chiffres, parce que le nom, c'est un peu réducteur. Et on veut éviter ce truc-là. Mais je vais quand même vous citer les noms, ils sont importants. Le 1, on l'appelle le perfectionniste. Perfectionniste. Vous verrez aussi dans certains ouvrages le réformiste. En fait, il est très attaché à la forme. Donc, retenez que le 1, ce qui est important pour lui, c'est la notion de forme. Donc, c'est le fait qu'il y a une forme. Et on va voir que dans la vie, il a besoin de cette forme, il a besoin de structure. Et c'est à la fois ce qui va faire sa force, son talent, en fait, en quelque sorte, savoir organiser, structurer. Mais ça va vous faire, parfois aussi par excès, ce dans quoi il va s'enfermer, en fait. Parce que si tout n'est pas parfait, alors... voilà. Donc, les gens qui ont dans ce message fort, en fait, ils vont, par exemple, du mal à avoir parfois à entreprendre, à oser l'imperfection, etc. Parce que c'est quelque chose de très fort. Et en fait, il faut savoir que comme c'est inscrit dans la psyché, eh bien, ils pensent que tout le monde fonctionne comme eux. Vous voyez? Voilà, donc ils vont, s'ils ne se sentent pas suffisamment parfaits, ils n'oseront pas faire certaines choses. Parce que, voilà, vous comprenez? Donc retenez, le 1, c'est le message un peu soit parfait qui est derrière. Pour ceux qui ont fait de l'analyse fractionnelle, on retrouve les mini-scénarios. Et en gros, c'est lié à la loi. D'accord? Ensuite, si on se penche sur le 2, on l'appelle l'aidant, du verbe aider. Hein. Parfois, on rigole avec l'aidant de la mère. Parce que c'est le côté excessivement nourricier qui, dans son excès, du coup, enferme la personne. Alors, l'aidant du verbe aider. Et évidemment, que ce qui fait le talent du 2, c'est justement cette faculté à être en lien avec l'autre. Autant le 1 était dans une dynamique de loi, autant le 2 est dans une dynamique de lien. Vous comprenez l'idée? Et donc, le 2 est beaucoup dans le côté prendre en compte l'autre. Il y a toute une dynamique. Il est grand, évidemment très sensible à ce que vit l'autre. Et dans sa sensibilité, ce qui va être important, c'est la relation à l'autre. Donc, le pire, évidemment, c'est que cette relation, elle peut devenir envahissante, parfois, mais pour l'autre, évidemment. Mais le pire pour celui qui est auteur, qui est dans ce besoin de relation, c'est le fait d'être rejeté, on va le voir. Hein. Et du coup, pour éviter ce truc, eh bien, vous allez voir comment sa mécanique va se mettre en route, inconsciemment, du coup, pour être en excès de lien parfois. Donc, les phénomènes de dépendance à l'autre et tout ça, c'est... OK? Donc, 1, la loi, le 2, le lien. Ensuite, on a le 3, qu'on appelle... alors, je vais faire volontairement en orange, parce qu'en fait, c'est la première polarité qui est en lien avec ce qu'on appelle l'énergie individuelle. D'accord? Le 3, on l'appelle le compétiteur. Compétiteur.
Vous verrez aussi parfois le battant, le côté très actif. Donc le 3, lui, alors autant le 1 est dans la loi, le besoin de loi, de structure, le 2, il a besoin de la relation, c'est ce qui va dominer. Le 3, lui, il faut que ça dégage, c'est-à-dire qu'il est dans la recherche d'efficacité, de puissance, mais dans un sens aussi de rayonnement. C'est-à-dire que pour lui, il faut que ça rayonne, il faut que ça pète. Et c'est quelqu'un qui aura du mal à rester toujours assis au même endroit, il a besoin que ça bouge, ça soit en avant. Et bien sûr, sa grande quête, c'est évidemment de réussir, de briller aux yeux du monde. D'accord ? Donc ça va ouvrir plein de talents pour avancer. Mais dans un excès de besoin de réussir, il va confondre, on va le voir, la réussite sociale avec la réussite personnelle. C'est-à-dire qu'il croira que pour être, c'est pas conscient bien sûr, hein, mais pour être quelqu'un de bien, pour être heureux dans la vie, il en faut toujours plus. C'est-à-dire qu'il peut être dans une avidité à courir toujours de plus en plus loin pour... Voilà. Donc on va repérer ça et on va l'aider justement à s'aimer un peu plus, non pas pour les résultats qu'il a, mais pour ce qu'il est en fait. Voilà, ça marche ? Enfin, on va avoir le 4, qu'on appelle l'artiste ou le tragico-romantique. Artiste, c'est le plus courant, le tragico-romantique. Pourquoi ? Parce que le 4, en fait, c'est des gens très attachants, les 4. Hein, c'est des gens qui existent, en fait, par l'expression de leur sensibilité, de leur art. D'accord ? Et comme ils se sentent, par nature, assez différents, ils ont un peu l'impression d'arriver d'une autre planète. Et comme ils ont une grande sensibilité intérieure, une richesse, ils ont toujours le sentiment d'être dans un monde très différent de celui des autres. D'accord ? Et en même temps, ils peuvent parfois souffrir de cette différence, parce qu'ils aimeraient être comme les autres, et en même temps, ils ne sont pas comme les autres. Donc, ils ont besoin d'être reconnus comme étant différents. Vous voyez, il y a une espèce de paradoxe, enfin, il y a un espèce de paradoxe entre cette aspiration à faire partie du groupe et en même temps se sentir différent. Donc, quand ils se sentent vraiment différents et en décalage, bah, du coup, ils sont un peu malheureux, parce que du coup, bah, ils ont le sentiment d'être un peu le... Vous voyez, c'est un peu le concept de la... Tu sais, le quatrième... c'est le petit canard, le vilain petit canard. Vous connaissez un peu l'histoire, parce qu'il est noir, que les autres sont d'une autre couleur, et du coup, il se sent un peu il se sent différent. Et en même temps, il est différent, par définition. Et les 4 sont des gens qui sont très axés sur l'expression de leur ressenti, de leur voilà, ils aiment... Voilà, c'est pour ça qu'ils sont attachants, en fait. Quand ils parlent comme ça, ils vous vivent les choses. Nous, les artistes, en fait. D'accord ? Parfois, par contre, ils se perdent dans cet excès d'émotion et ils ne savent plus en fait où donner de la tête. Et notamment, on va voir, ils lisent l'environnement à travers cette espèce de filtre émotionnel. Et du coup, ils se perdent. Et s'ils sont malheureux, ils ont l'impression que le monde leur tombe dessus. S'ils sont heureux, ils ont l'impression que tout est beau. Il y a un excès comme ça parfois de trucs. Voilà, donc on va voir un peu comment il fonctionne. Enfin, on a le 5. Alors, vous voyez, là, on passe dans l'autre dimension de l'énéagramme. Pour ceux qui connaissent un peu les dynamiques de Yang et de Yin, on était plutôt dans une dimension de Yang, c'est-à-dire d'expression vers le monde extérieur. Et en fait, là, on va passer plutôt dans une dimension de Yin, c'est-à-dire de réception. À commencer par le 4 qui était donc pleinement dans sa sensibilité, dans son intuition, dans sa créativité, et qui a besoin, parfois, on va le voir, de prendre un peu de recul. Et c'est là que le 5 arrive, parce que le 5, lui, est justement beaucoup plus dans sa tête, dans l'analyse des choses, il est beaucoup plus dans... Et c'est pour ça qu'on l'appelle le penseur. Le penseur, ou l'analyste, parfois, l'observateur. Vous voyez, on est toujours un peu sur la même thématique. En fait, qu'est-ce qu'on met en avant dans cette thématique ? C'est sa faculté d'observation. C'est quelqu'un qui est plutôt en retrait et qui analyse. Il voit un peu le monde à travers ses lunettes. Vous voyez, d'ailleurs, ils ont souvent un côté analysant. Et ils aiment observer. Vous voyez, enfants, alors que les autres jouaient au foot, ils étaient en train de lire le Larousse sur les marches de l'école, vous voyez. Ils adorent comme ça analyser, enfin vous verrez, il y a pas mal de caractéristiques. Et en fait, leur quête, c'est vraiment de comprendre le monde. Ils adorent observer, apprendre, etc. Et parfois, ils se sentent décalés parce qu'ils sont tellement dans leur soif de comprendre un domaine qu'ils sont nourris excessivement par la quête de ce domaine-là, en termes de pensée. Et donc, ça devient un peu le chercheur fou, vous voyez, qui passe son temps. Le 5, vous l'oubliez un vendredi soir dans une bibliothèque, ça pose aucun problème, vous voyez, parce que le coup des rapports sociaux, ça, c'est pas son truc. Lui, ce qui l'intéresse, c'est ses grimoires, c'est ses bouquins, etc. Et donc, du coup, dans cette soif de comprendre, eh ben, soit l'environnement est en lien avec lui sur cette compréhension, et là, du coup, bah, si vous avez son expertise, ça devient sympa parce qu'on peut en parler. Soit vous êtes en décalage, mais comme la seule chose qui le motive beaucoup quand il est en excès, c'est sa recherche, en fait, bah, du coup, il aura tendance à se couper du monde. Donc, ça donne des gens qui vont parfois un peu se couper du monde
et qui vont chercher leur nourriture, leur raison d'être et de vivre, en fait, à travers la compréhension, la recherche, etc. Donc ça va devenir d'excellents chercheurs. Et on va voir qu'au meilleur d'eux-mêmes, comment ils vont soit revenir vers le monde pour être porteurs, on va le voir, d'idées, de visions, de choses comme ça, soit au contraire, ils vont s'enfermer dans leur grotte dès que, surtout, parce que c'est ce qui va le renforcer, il y a des difficultés relationnelles. D'accord? Donc ça, c'est le 5, avec évidemment des tas de qualités. Et puis enfin, du 5, alors regardez comme il y a une logique intéressante. On avait la loi qui entraîne l'existence d'une forme, hein, donc, qui va entraîner le lien, donc le père, la mère, oui, qui va, la loi et le lien va entraîner de la puissance. Si vous retrouvez dans le concept de la T, vous savez, loi, lien, puissance, on retrouve ça dans les jeux psychologiques, je ne sais pas si ça vous parle, mais enfin bon, bref. De cette action, ici, qu'on va trouver, il va exister une création, c'est-à-dire l'expression d'une forme. Et de cette expression d'une forme, on va observer cette forme, on va prendre conscience de cette forme, et on va mettre au service du monde cette conscience. Et pour comprendre la dimension 6, alors tout comme le 4 était dans une dimension émotionnelle, et le 5 plutôt dans une dimension de tête, hein, c'est-à-dire intellectuelle, analyste, eh bien, on va avoir autant ici une action individuelle et ici une action collective. Mais la différence, ou la complémentarité, c'est que, vous voyez, le 5 alimente ce 6 en ce sens que le 6, c'est quelqu'un qui est dans sa tête, qui conçoit des choses, mais qui va les mettre au service du groupe. Donc lui, c'est un acteur de changement qui a besoin de la dynamique collective pour évoluer, pour grandir. Et ce sont donc des gens qui vont se mobiliser, qui vont mettre de l'action pour le service du collectif. Et on va voir, c'est en lien d'ailleurs avec le 2 et le 1, mais en version collective. C'est-à-dire qu'ils mettent de la loi, ils mettent de la structure, ils mettent de l'organisation au service des liens collectifs. Donc ce sont des gens qui vont se mobiliser pour des causes. On va les retrouver dans les syndicats, dans les entreprises. On va les retrouver, vous savez, la fête des amis, vous savez, on descend en bas du machin, la fête des voisins, voilà, on met des tables. C'est ces gens-là qui, dans les grandes familles, par exemple, c'est souvent chez eux qu'on se retrouve. Parce qu'ils adorent mettre en place de l'organisation pour faire en sorte que l'équipe se retrouve. Ils adorent le club, ils adorent la bande de potes, ils adorent l'aspect familial. La notion de famille, la notion de groupe, la notion est très importante pour un 6. Donc ce sont des gens qui ont ce don de créer des communautés, qui ont ce don de créer des bandes, en fait, etc. Ce sont des, voilà. Et en général, alors ça peut être parfois des leaders, mais en tout cas, ce sont très souvent d'excellents seconds. Ce sont des gens qui ont, c'est pour ça qu'on l'appelle le loyaliste, hein, je ne l'ai pas noté, mais on l'appelle le loyaliste. Pourquoi? Parce qu'il est loyal envers la loi qui préserve le clan, qui préserve la dynamique collective. D'où le loyaliste. Alors, parfois, dans cet excès de loyalisme, en quelque sorte, eh bien, il va confondre un petit peu son identité individuelle avec celle du groupe. C'est-à-dire qu'au fond, j'ai un tel niveau d'appartenance, d'affiliation à la bande, qu'au fond, je fais partie de la bande. Je ne me reconnais en tant qu'individu qu'à travers l'appartenance à un groupe. Vous comprenez? Donc ça donne des gens qui vont donner beaucoup de leur vie, par exemple, que ce soit pour l'entreprise, une association. Mais à un moment donné, eh bien, si, ils auront du mal à lâcher. Pourquoi? Parce que sortis du contexte dans lequel ils ont œuvré, ils ne sont plus personne. Et on les voit en termes de coaching, des gens qui sont fortement 6, du coup, ils ont beaucoup de rage, de colère à l'égard du système qui ne s'est soit pas préservé, l'entreprise, l'association, ce que vous voulez, soit ils ont le sentiment que les valeurs ont changé, et là, du coup, ils ont été un peu rejetés du groupe. Et ils se sentent bannis, en fait, du groupe. Donc le 6, quand il va mal, au lieu de mettre son talent dans l'ouverture à la différence et faire en sorte que les différences se rencontrent, un peu comme les tables des voisins, la fête des voisins, en fait, qu'est-ce qu'il va faire, le 6? C'est dans son insécurité, il va venir tester dans votre bande si vous êtes bien loyal avec le groupe. Évidemment, le présupposé qui est derrière, c'est que vous ne l'êtes pas. Vous comprenez? Et là, il va venir vous secouer un peu, vous redire, attends, il ne faut pas que tu quittes le groupe, tu vois. Et si jamais vous devenez différent du groupe, là, il y a deux possibilités. C'est heureusement que le groupe est là pour venir te sauver. D'accord? Ils auront un côté, vous voyez, ils peuvent aller prôner la bonne parole dans le monde pour vous expliquer qu'il y a une façon de penser qu'il faudrait bien que tout le monde respecte. Et là, on commence à avoir le 6 très loyal envers sa loi, mais excessivement. Parce qu'il commence à prôner, et on a fait ça des quantités de fois dans le monde. Alors ça, c'est la version un peu négative, mais pas trop grave. Heureusement qu'on est là pour sauver le monde. D'accord? Je crois que mon système est le seul bon et que tout le monde devrait penser comme ça. Et puis après, vous avez la version qui est encore pire, c'est tout ce qui est différent de nous est à abattre. Et là, on a le 6 très engagé dans sa mission qui peut aller jusqu'à
détruire son environnement et même plus pour défendre sa cause. Vous comprenez? Hein, vous sentez que c'est toujours la même dynamique. Alors comment on va le libérer? Eh bien, on va l'aider à reprendre la main sur qui il est à l'égard du groupe. Au fond, on va revaloriser sa mission, mais l'interroger sur quel sens il donne à sa mission, notamment vis-à-vis de lui. Parce qu'il y aurait un excès de deux, parfois un excès de loi et un excès de deux dans le cadre de sa mission de groupe. Vous comprenez? Donc quand vous avez ces cartographies, vous faites du coaching, c'est extrêmement intéressant parce que, évidemment, ça vous révèle des terrains, c'est des vraies cartographies, c'est des vrais... Ouais, ça me fait souvent penser à ces cartes Michelin, en fait, puisqu'on voit où on en est. C'est pour ça que c'est des outils qu'on utilise beaucoup dans notre école de coaching et que moi, j'enseigne notamment dans le cadre de la PNL. On a toujours un week-end de 3 jours l'été, notamment juste avant le Maître Pratt, puisqu'il y a souvent des gens qui ont été sensibilisés dans le BAS, dans le TEC, dans le Pratt, et qui, du coup, juste avant d'arriver l'été à Pralo dans le Maître Pratt, ils viennent faire 3 jours de formation, et du coup, ça va les éclairer sur beaucoup de choses. Alors, soit chez nous, soit ailleurs, hein, mais voilà. OK? Donc, le loyer, c'est ça. Ensuite, le 6 va nous conduire au 7. Et le 7, le 7e jour, ça vous fait penser à quoi? Le repos et la fête. Enfin, c'est le moment où on profite. Et le 7, qu'on appelle l'épicurien, celui-là, vous allez l'adorer. Épicurien, alors, il a plusieurs noms aussi. Hein. On voit épicurien, le jouisseur. On voit aussi le généraliste. Vous verrez ça sur certains ouvrages. Pourquoi? Parce qu'il a cette faculté, en fait, à profiter de la vie. Et donc, dans sa notion, cette quête de profit, il peut passer très vite d'un truc à l'autre. Pourquoi? Parce que tant qu'un truc lui plaît, comme il est stimulé, il le consomme. Et puis, dès que ça ne l'intéresse plus, il passe à autre chose. J'ai souvenir comme ça, moi, j'étais à l'armée. Et on avait un profil 7, mais alors pur jus. On était au service des sports. Moi, j'étais donc maître nageur. Il y avait des joueurs de tennis, tout ça. Et lui, c'était un spécialiste de golf. Et puis, je sais pas quoi, il avait vu une compétition de golf. Non, il était maître nageur. Je sais plus ce qu'il était. Bref, je sais plus. Mais toujours est-il qu'il avait vu une compétition de golf. Ça lui avait tellement plu, il était parti acheter tous les clubs, les machins. Et pendant 1 mois et demi, alors il fallait pas approcher de ces clubs et de ces balles. Hein, impossible d'approcher. Mais pendant les 6 mois qui ont suivi, parce qu'il était arrivé un peu avant nous, nous, on a tapé des balles. Ils est passé à autre chose. Vous voyez? Alors, les 7, si vous reconnaissez, c'est très simple. Si vous allez voir dans leurs armoires, par exemple, il y a plein de trucs qu'ils ont achetés. Ça leur a plu, ils ont acheté. Parfois, ils ne l'ont jamais mis. Mais au moment où ils l'ont vu, ça leur a plu. Vous voyez? Donc, le 7 est un peu, dans sa dimension épicurienne, il aime profiter des choses, de la vie. Voilà, il aime faire la fête. Il aime célébrer, c'est très important. Donc, si on peut s'arrêter à 16 heures, se prendre un petit thé, profiter des choses, c'est excellent. Hein. Donc, on passe de bons moments avec les 7. Hein. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe quand il descend un peu dans le pas bien, le 7? Dans son excès de besoin de profiter, en fait, il vit une peur, on le verra, une peur de manque, d'accord? Il est en peur du manque, et donc du coup, ce manque l'entraîne dans une espèce d'avidité. Il en manque toujours un peu plus. Donc, par crainte, je dis bien la crainte de manquer, et donc de souffrir à cause du manque, eh bien, il va en prendre un peu plus de chocolat, un peu plus de ceci, un peu plus de cela. Voilà, il tombe dans ce qu'on appelle la surconsommation. Dans la gloutonnerie, il en prend de plus en plus, voilà, pour finalement en profiter de moins en moins, parce que, voilà. Et du coup, ça peut faire mal, hein, c'est-à-dire qu'un 7 qui va mal, il est tellement mal que du coup, il descend intérieurement dans le sentiment que les autres ne le prennent pas au sérieux, mais surtout à sa juste valeur. Et oui, donc on a 2 typologies de victimisation. Par exemple, le 2 est victime parce qu'il a l'impression que les autres vont le rejeter et tout ça. Mais lui, c'est parce qu'il a le sentiment que l'environnement ne le traite pas. Donc du coup, il va réagir très vivement et il va devenir dénigrant à l'égard de l'environnement. Vous voyez, jusqu'à être... il peut vraiment être dénigrant. À l'inverse, quand il tend vers le meilleur de lui-même, on va voir, le 7, au contraire, devient... il en faut de moins en moins pour en profiter de plus en plus. Et il peut arriver, je ne sais pas moi, dans le métro, il remercie tout le monde d'être là. Enfin oui, il va remercier la vie en permanence pour tout ce qui est là. Il vous mange une pomme et il vous remercie la terre entière, les gens qui l'ont fait pousser, qui l'ont transporté, les arbres. Oui, parce qu'il est dans une espèce de gratitude en fait. Bon, je caricature un peu, mais voilà. Vous sentez l'ascenseur un peu... Donc lui, dans le profit. Et il aime ça, hein. D'ailleurs, il va aimer tous les métiers de plaisir, hein, comme la cuisine, etc., l'argent. En général, ce sont des gens qui, dans les entreprises, par exemple, sont vraiment capables de faire gagner de l'argent. Ils adorent tout ce qui est profit les intéresse. C'est cool.
Après, alors, quand ils vont tomber vers le meilleur d'eux-mêmes, c'est vraiment, ils ont un vrai intérêt pour le raffinement. Ils en prendront de moins en moins, mais ça sera de plus en plus raffiné. Que ce soit le vin, les meubles, les vêtements, etc. Ils vont raffiner. On passe au 8. Alors, du 7, vous voyez, le 1, c'était la loi, le 2, le lien, le 3, l'action, le 4, la création, le 5, l'observation, le 6, l'observation mise au service du groupe, donc on a l'action collective, et enfin le profit, on s'arrête, on profite de la vie. D'accord? Et si vous vous souvenez ce que la Gestalt mettait en avant, on retrouve les mêmes étapes, hein, au passage. Vous faites ça? Et après, on passe au 8. Le 8, on l'appelle le leader, le chef, le boss. Voilà. On va se proposer le leader. Alors, le leader, comme son nom l'indique, c'est un pilier. Alors, ses caractéristiques, c'est que lui, ce qui est important, c'est le positionnement. C'est son positionnement. Donc, il a à la fois un instinct protecteur si vous faites partie de sa bande. En d'autres termes, c'est un peu le coq. Hein. C'est le chef, c'est le boss. Donc, si vous faites partie de sa cour, vous risquez rien parce qu'il va vous protéger. Par contre, si vous ne faites pas partie de sa cour, vous allez tout de suite le savoir. Et lui, hein, c'est direct. Hein, dans une phrase, il y a sujet, verbe, complément. Voilà, hein. Et puis, en affaires, par exemple, ça va donner c'est combien ça coûte, combien ça rapporte et dans combien de temps. Voilà. C'est à peu près les 3 questions qui l'intéressent. Le reste, il délègue. Voilà. Et du coup, ça fait des gens qui sont capables de gérer évidemment des masses d'informations importantes. C'est ce qu'il faut quand vous êtes un dirigeant. Vous allez à l'essentiel, etc. Donc, ils ne se perdent pas dans les détails. D'accord? Et ils aiment, eux, ils savent comment faire. Et là, vous avez 2 types de leaders qui vont émerger. Soit le leader dominant parce qu'il sent qu'il faut qu'il reprenne la main. Et dans son insécurité, le 8, je peux vous assurer, il reprend très vite les rênes. Hein. Ça ne vous plaît pas? Je vais vous expliquer ici qui commande. C'est vraiment le coq. Hein. Et alors là, il y a 2 possibilités. Soit vous êtes avec lui, soit vous êtes contre lui. Alors ça commence par être le patron, et puis après, le risque, à votre avis, vient-il de l'extérieur ou de l'intérieur pour lui? L'intérieur. Exactement, de l'intérieur. Pourquoi de l'intérieur? Parce que la différence, il est prêt à l'affronter, il n'y a pas de problème. Par contre, sa crainte, c'est le fait d'être trahi. Lui, il impose des lois, il demande à ce que ses proches respectent la loi. D'accord? Et plus il est insécurisé, plus il va mettre du contrôle. En gros, ça va donner des murs beaucoup plus épais. Vous voyez, on va mettre des caméras partout, voilà. Et il développe son fort intérieur. Même physiquement, d'ailleurs, il va développer un côté très, très fort. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'il est forcément très costaud, d'ailleurs. Hein, mais, vous savez, c'est le type, quand il est là, il est là. Il n'y a pas besoin de parler beaucoup, d'ailleurs. Mitterrand, par exemple, avait un côté 8 très fort. Enfin, beaucoup de chefs d'État ont un côté 8, bien qu'ils ne sont pas tous des 8. En tout cas, pas en dominance. Okay. Donc, le 8, c'est ça. Alors, s'il est dans la peur, il va donc prendre le contrôle des choses, et il va imposer le contrôle, et ça peut finir, il va dicter sa loi, et il finira dictateur, hein, au pire des choses. D'accord ? Et s'il faut mourir au bout d'une corde pour défendre sa cause, il n'y a aucun problème. Il ne reviendra jamais en arrière. Il peut avoir tué des milliers de personnes, si vous voulez, et il vous expliquera pourquoi il l'a fait. Et il vous dira, il y avait qu'un qui avait les couilles de faire ce truc, c'est moi. Mais en fait, ce n'est pas le fait de tuer les gens qui l'intéresse. C'est parce qu'il suit une cause plus grande. D'accord ? Et c'est pour ça qu'il est capable d'assumer. Hein, par exemple, il y a des tests, on voyait dans la marine pendant la guerre. Est-ce que le gars, quand il est capable de prendre une décision, qui va engager la mort de ses proches, mais parce qu'il suit une mission qui intègre une vision plus grande. Alors, bien sûr que c'est terrible de faire mourir des gens qu'on pourrait peut-être sauver, mais on ne va pas le faire parce qu'on est dans une cause qui est plus élevée. Ça, il faut un sacré 8 hein, pour tenir des trucs comme ça. Et on verra d'ailleurs que tous les, si on y regarde d'un peu plus près, hein, les dictateurs, c'est pas par amour d'enfermer les autres, hein, c'est qu'ils poursuivent, ils ont une vision. Malheureusement, on n'est pas assez capable de les écouter dans leur vision et les finalités qu'ils poursuivent. Mais retourner un leader dans l'autre sens, ça vous donne un Gandhi, qui est capable, face à l'adversité, Gandhi, alors il n'était pas 8, hein, enfin, pour moi il était 5 d'origine, mais il a développé énormément la dimension 8. C'était plus un 5, un observateur, un avocat, qui était insupportable. Hein. Vous savez qu'il battait sa femme, enfin,
l'histoire de Gandhi, il vivait en Amérique du Sud, il était insupportable, le type. Il y a beaucoup de 1, de 5. Et Gandhi, il vous dira toujours, si vous donnez un conseil, avant de vous donner le conseil, il se demandait s'il l'appliquait. S'il l'appliquait pas, il disait, je vais réfléchir à ton conseil, reviens dans une semaine, je te dirai. Il appliquait le conseil, mais tant qu'il n'était pas, lui, un représentant il avait une exigence incroyable avec ça. S'il n'était pas un représentant du conseil qu'il donnait, il ne donnait pas le conseil. Il y a une phrase très belle qui dit, je ne sais pas comment il le dit d'ailleurs, mais au fond, quelle que soit la qualité, commencez par la montrer avant de la prôner, quoi. Bref. Et donc, qu'est-ce que ça donne à un leader puissant? C'est un leader qui va donc intégrer une discipline qui va inspirer les autres. Mais il n'est pas dans le rejet ou dans l'enfermement. Donc ça veut dire, alors qu'il était un leader dominant, il va devenir un leader inspirant, dit autrement. Alors qu'il dominait, il va mettre sa force et son pouvoir au service d'une cause. Vous comprenez? C'est comme ça qu'il va évoluer. On dit qu'il passe de l'amour, du pouvoir de l'amour, de l'amour du pouvoir, l'amour du pouvoir, au pouvoir de l'amour. C'est une belle phrase. C'est bon? Vous sentez la dynamique? Donc on a tous cette dimension nous de 8 en nous, aussi, qui se manifeste. Et enfin on a la dimension 9, que je vais remettre en orange, troisième polarité énéagramme. Alors le 9, lui, on l'appelle le médiateur. D'abord. Et est-ce que vous avez une idée de à quoi il est sensible? L'harmonie. La paix dans le monde, etc. Mais en fait, c'est surtout se sentir en paix à l'égard de l'environnement. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe quand il se sent en décalage avec l'environnement? Eh bien, il a un système de défense qui consiste à, j'utilise parfois cette expression, à avoir une réaction un peu airbag. C'est-à-dire que, imaginons la chose, il arrive dans un hôtel et puis, je ne sais pas, il n'y a pas d'eau chaude à l'hôtel. Donc il descend à la réception et il est capable de dire, il n'y a pas de choses, mais c'est pas grave. Alors jusque-là, pas de souci. Là où c'est embêtant, c'est que le 9, quand il est en décalage avec l'environnement, au lieu d'affirmer ses besoins, il va inhiber ses besoins, dit autrement, il va se narcotiser. Il peut vivre dans la rue, assis sur son truc, là, bout de carton, et vous dire, tout va bien. Peace and love. Magnifique. Les oiseaux volent. C'est-à-dire que le type, il est complètement déconnecté du fait qu'il y a des trucs qui ne vont pas, là, quand même. Et si vous lui dites, mais enfin, tu vois bien que tu ne vas pas continuer à manger par terre et tout ça, et à vivre dehors, plus vous êtes agité, plus lui, il répond en disant, cool, mec. Regarde, les oiseaux volent, respire, prends une taf. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est sa réaction. Vous voyez, c'est son système de défense. Il va donc se narcotiser, s'endormir. Et si vous essayez de le secouer, c'est comme un éléphant qui vous fait de la résistance passive. Il ne bougera pas. Si vous voulez, on verra d'ailleurs que stratégiquement, si on veut éveiller un œuf, parce qu'on va voir que c'est peut-être génial, un œuf qui s'éveille, en fait, en gros, on va passer par le fait de l'aider à ressentir et enfin à observer. On va jouer sur ces deux polarités. C'est pour ça que je parlerai des voies de réalisation. Vous allez voir, c'est passionnant. Un 4, on ne va surtout pas lui dire qu'il faudrait qu'il bouge. Le 9. Parce que le 9 peut être à la veille de ses examens. Il n'a pas bossé, ses parents sont complètement paniqués. Et, ça. Et plus il va sentir de la panique, plus il va vous dire, pas grave. Et alors, je le ferai demain. Vous voyez ce que je veux dire? Et plus vous le secouez, plus il va résister comme ça. Alors si on veut l'aider à avancer, il ne faut surtout pas le pousser, il faut lui demander de... Donc le type qui est assis dehors comme ça, on va lui dire, en gros, quand tu dis que tout est beau, c'est vrai que c'est sympa, hein, cette eau qui coule, les oiseaux qui volent, mais toi, comment tu ressens ça en fait? Sur le coup, il va vous dire, ça va. Mais quand tu dis ça va, en fait, est-ce que tu veux dire comme ça, que toute la journée, comme ça, assis sur ton truc, ça va tant que ça? Et si tu prends un peu de recul sur ta vie, qu'est-ce que tu observes, en fait? Et c'est comme ça qu'on va le sortir un peu de sa narcotisation, par des phénomènes de dissociation et de reprise en compte de ce qu'il ressent. Quand un œuf s'éveille, c'est-à-dire qu'il éveille, au fond, passe en conscience en quelque sorte de ce qui se passe, donc c'est toute la différence entre le lâcher-prise et le laisser-aller. Le laisser-aller, je m'endors, c'est passif.
Le lâcher-prise, c'est un rôle d'acteur, c'est-à-dire je prends conscience, par exemple, du présent. Je prends conscience, j'apprends à ne rien faire. Mais vous voyez, il y a faire rien et ne rien faire, comme disait un ami ou une amie. Et je prends conscience. Et ça, c'est le 9 qui va, du coup, dans sa méditation, se ramener à lui-même, dans la conscience de ce qui se passe. Mais là, il s'éveille. Il s'éveille à quoi? À ce qu'il vit, à ce qui se passe. Et il apprend à accueillir ce qui se présente et à construire avec. On n'est pas dans de la fuite, on attaque, là, vous voyez ce que je veux dire? On est dans l'intégration. Et c'est là que le 9, dans son rôle de médiateur, va prendre en compte ces différences et faire en sorte qu'elles se réharmonisent. Et du coup, le 9, qui est au meilleur de lui-même, est tout à fait capable d'être au contact de ce qu'il vit, au contact de ce que tu vis. Si toi, tu es d'accord, le messie mais non, et de conflit, qu'est-ce qui se passe pour toi? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Et du coup, il va mettre son véritable talent dans la prise en compte des différences et faire en sorte que ces différences grandissent ensemble. Et un 9, c'est ça. Un 9 qui grandit, c'est quelqu'un qui sait se positionner, mais qui en même temps va s'ouvrir. Et du coup, on va dire de lui qu'il est dans un rapport harmonieux. Mais ça ne veut pas dire qu'il est endormi, le gars. C'est tout le contraire. Ça marche? Donc là, on a vu quelques grandes polarités. Alors, je vous ai parlé, je ne vais pas appuyer beaucoup, mais sachez que les moteurs clés, je vais vous les donner, peur, désir, puisque tout l'être humain joue sur ces deux polarités. Vous voulez que je vous refasse les peurs, désirs, vite fait, pour chacun des profils? Alors, la peur, on va commencer par la peur. La peur du perfectionniste, c'est le sentiment de mal faire. C'est le sentiment d'être imparfait, d'être critiqué. On va dire que ce qu'il craint le plus, lui, c'est la critique. Par contre, ce qu'il désire le plus, c'est la perfection. C'est le sentiment que tout est perfectible, tout peut être amélioré. D'accord? Donc, un en état de stress arrive sur un parking de 2000 places, un dimanche matin, il n'y a personne. Il gare sa voiture, mais comme il a un truc important à faire, il s'aperçoit qu'il y a une roue sur la ligne blanche. Il remettra sa roue, voilà, parce que si les choses sont à leur place, alors, et là ça fait rire plein de gens, je le sais, alors je vais me sentir mieux. Donc vous le mettez dans le salon, s'il y a un placard ouvert, il ne peut pas regarder son film, parce qu'il faut que les choses soient à leur place. Tant que la vaisselle n'est pas rangée, il n'est pas question de faire quoi que ce soit. Vous comprenez? Si en plus de ça, il y a des amis qui arrivent à la maison, que lui rentre fatigué et que vous lui proposez d'aller prendre un bain, c'est impossible de s'occuper de lui tant que la maison n'est pas parfaite. Vous voyez, vous comprenez le truc. Alors nous, qu'est-ce qu'on va faire pour le libérer? On va lui apprendre à accepter des actions imparfaites et de dissocier l'action imparfaite, ou en tout cas l'environnement imparfait, et lui. Au début, vous voyez, il y a un petit peu de travail à faire là-dessus. Ok? Si vous prenez le 2, par exemple, la peur du 2, le rejet, le sentiment d'être rejeté de vous, et donc pour éviter ce rejet, il aura du mal à vous dire non. Parce que s'il présuppose que s'il y a un rejet, ça veut dire qu'il n'est pas aimé, vous comprenez que c'est compliqué de vous dire non. Donc du coup, il va vous dire oui. Oui à tout. Et surtout, ce qui va se passer, c'est qu'il a vraiment le sentiment que quand il s'occupe de vous, il est enfin aimé. Il est nourri dans sa pulsion. Et donc du coup, voilà, jusqu'au moment où il trouve que quand même, il a passé beaucoup de temps avec vous. Donc il va commencer à vous culpabiliser. Après tout le temps que j'ai pris pour toi, tout ce que j'ai fait pour toi, etc. Vous voyez? Et si ce truc monte, ce sentiment, il y a un moment donné où soit il s'effondre, avec sentiment de tristesse, tout ça, et puis au lieu de vous manifester une demande, il va plutôt vous expliquer, par de la culpabilité, que quand même, vous n'êtes pas à la hauteur de tout ce qu'il a fait pour vous. Ah oui, mais tu pourrais demander. Non, tu devrais le savoir. Parce que moi, tu n'as pas besoin de me demander pour que je sache tes besoins. Hein? On parle ça, les filles? Ah, je rigole. Donc le grand désir, c'est améliorer. Qu'est-ce que je raconte? C'est aimer et être aimé. Aimer et être aimé, c'est son grand désir. Et c'est ça qui va libérer le 2, c'est quand il accepte l'idée, qu'il peut dire oui ou qu'il peut dire non, il continue à être aimé en fait. Et donc il ne va plus confondre, si vous voyez, ce truc. Tu as envie de me dire oui, tu dis oui, tu as envie de me dire non, tu dis non. Ça, c'est fantastique pour un 2. Et c'est OK, tu vois. Et du coup, si j'ai envie de donner une pièce à quelqu'un qui m'en demande, je le fais avec beaucoup de bonheur. Je le ferai avec d'autant plus de bonheur que si je n'ai pas envie de le donner, je me sens OK. C'est OK. Et je ne vais pas me sentir gêné, vous voyez. Ça, c'est un 2 qui se libère. Il faut un peu de temps parfois pour certains 2. Mais du coup, c'est aussi comme ça qu'il va apprendre à prendre sa place, à exprimer ses besoins, à dire ce qu'il apprécie, pas. Et le fait est qu'il va s'ouvrir à lui-même, au lieu de passer son temps en permanence sur le besoin des autres. Et en s'ouvrant à lui-même d'ailleurs, on va voir que c'est comme ça qu'il continuera le plus à aimer les autres. Je vous ferai après une mécanique
mathématique de son processus de croissance. Vous allez voir, c'est juste génial. Le 3. Le 3, c'est l'action. Oui, il est dans l'action d'une manière générale. Et pourquoi il est dans l'action? Pour réussir. Toute cause entraînant un effet, je vais maximiser ma cause pour avoir un maximum d'effets. Vous voyez, en gros, c'est ça. D'accord? Ça, un 3, ça lui parle beaucoup. Action, raison. Donc, ce qu'il veut, lui, son grand désir, effectivement. Alors, la peur, on va commencer par là. L'échec. Alors, l'échec, et surtout, au-delà de l'échec, c'est le sentiment qu'il est un raté au regard des autres. Au regard des autres. À la limite, échouer, c'est pas grave. Si les autres ne le voient pas, c'est pas trop grave. Et du coup, si j'ai des échecs, j'aurai du mal à manifester le fait que j'ai eu un échec. Parce que échec égale le mec, il n'est pas à la hauteur. Oui. Donc, tous les exercices qui consistent à apprendre à reconnaître et à verbaliser ses fragilités, ça l'aide beaucoup, un 3. Mais il faut un peu de temps pour faire ça. Hein. Pourquoi? Parce que le risque, c'est le sentiment d'être un raté à vos yeux. D'accord? Est-ce qu'on pourrait mettre la honte derrière ou pas? Oui, enfin, c'est un peu compliqué pour lui de reconnaître la honte, mais il y a un peu de ça. C'est, je suis honteux, je ne suis pas bien, je ne suis pas aimable, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Parce que, voilà. Et en plus de ça, le 3, comme il est très axé sur le succès, il finira toujours par trouver un moment pour vous justifier qu'en fait, ça marche quand même. Qu'il n'est pas si en échec que ça. Sauf, mais dans sa psychologie, l'échec n'est pas vécu de manière exprimée. Il se demande toujours, enfin, parce qu'il est toujours en quête de se comparer. Ça, c'est vraiment son truc, dans son insécurité. Les autres ont réussi plus. Alors, évidemment, il ne regarde pas tout le monde, il regarde ceux qui sont devant. Ce qui va être aussi un moteur très important pour avancer. Mais il aura du mal à accepter l'échec. Et donc, s'il y a de l'échec, je peux vous dire, il peut y passer la nuit, mais on va réussir. Hein. D'accord? Le 3, c'est un compétiteur. Hein. C'est pas un... Donc, il a vu en haut de la montagne, il se dit, je suis en bas, le premier en haut, c'est moi. Boum, et il y va. Tu vois? Ça, il adore. Il peut mettre son paquet là-dessus. Le problème dans son excès, c'est qu'il va dépenser beaucoup d'énergie, parfois, pour finalement peu de résultats. Pourquoi? Parce qu'il confond parfois précipitation et efficacité. Ça vous donne le type qui arrive il court à Carrefour, parce qu'il est pressé. Il va chercher du pain. Puis il passe devant... Ah, tiens, je vais prendre du fromage. Et puis après, je vais prendre de la salade. Demain, j'aurais dû prendre du gruyère, donc il retourne au gruyère. Il court dans les 4 coins du magasin, d'accord? Donc on voit, il s'agite beaucoup en fait. Il arrive à la caisse, il dit, mince, j'ai oublié mon porte-monnaie dans la voiture. Ouais. Et c'est ça. Pourquoi? Parce que l'antidote du 3, c'est vraiment le message de la SNCF, que j'adore d'ailleurs. Prenez le temps d'aller vite. Parce que le 3, il adore aller vite. Il est bon dans ce domaine, il est capable de gérer plusieurs situations. Il a toujours anticipé 3 feux avant par où il va se poser. Et même il arrive avant le parking, il sait déjà exactement à quelle place il va prendre, etc. Et il se retrouve toujours devant en fait. Il se retrouve devant quand il est dans l'anticipation. Voilà. Il adore aller vite et il est câblé pour faire ça. Le problème c'est qu'à chercher à vouloir aller trop vite, parfois il se plante. Et le problème c'est que s'il n'a pas une finalité suffisamment définie à moyen terme et à long terme, comme il va tenter un truc pour avoir un max de bénéfices, et qu'il y a toujours une traversée du désert quand vous commencez un truc, dit autrement, il y a des difficultés auxquelles, etc. Et là, ça le saoule, et il va faire autrement. Ce qui fait que tous les 2 ou 3 mois, il revient avec un projet différent. Et en général, il vous dit, je suis à la limite d'un gros carton. Ça va marcher. Quand il vous parle, il a toujours un nouveau projet qui va marcher rapidement, vous voyez. Ça, c'est une des caractéristiques du 3. Et en plus, c'est vrai, c'est un puissant pour aller trouver des opportunités. Mais il peut gagner très vite, très court, mais il aura du mal à construire dans la durée. D'accord? Voilà. Donc, quand il tend vers le meilleur de lui-même, en fait, il se pose et il accepte l'idée d'aller moins vite, de mettre de la qualité dans ce qu'il fait. C'est comme ça qu'il va mettre de l'excellence dans ce qu'il fait, de débriefer, d'accepter l'idée que les autres puissent lui donner un feedback pour continuer à progresser. Et ça l'intéresse beaucoup. Et du coup, c'est une machine à apprendre, hein, le 3, quand il est porté par un truc. Voilà, c'est quête d'apprentissage. Pourquoi? Ce qui est très important pour lui, c'est donc de réussir, et si possible en dépensant de moins en moins d'énergie pour de plus en plus de résultats. Lui, le facteur efficacité est très important pour lui. Évidemment, ça va briller. Ça marche? Et on va l'apprendre à surtout se connecter aux finalités qu'il poursuit. Au fond, c'est quoi qui est vraiment important? C'est là qu'il va se poser de plus en plus, se reconnaître en tant qu'individu et s'aimer, pas seulement pour ce qu'il fait, mais surtout pour ce qu'il entreprend et ce à quoi il contribue.
Le 4, la peur du 4, L'abandon. l'abandon. Enfin, au-delà de l'abandon, c'est surtout le sentiment, Être comme les autres. alors, ouais, c'est ce qu'on appelle la banalité, c'est-à-dire qu'il n'est pas reconnu pour sa différence. Tu vois? Je cherche l'original. Oui, la banalité. Le pire pour un 4, c'est de lui dire, tu sais, t'es comme tout le monde. Et en plus, c'est pas du tout la réalité qu'il est en train de vivre. D'accord? Voilà. Il est banal, il n'est pas intéressant. Alors en plus, comme il se sent très différent, si en plus il n'est pas déjà qu'il est différent, si en plus il n'est pas intéressant, au fond, c'est la pièce à rejeter, tu vois, il se sent un peu... Voilà. Et du coup, il va manifester son existence à travers de la provocation. C'est-à-dire que sa sensibilité va plutôt être dure, souffrance. Il va vous exprimer la souffrance, en fait, à travers ça. Que ce soit dans ses dessins, ses peintures, sa manière de s'habiller. Il va avoir des vêtements extrêmement choquants. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il va exister à travers quelque chose de... Ouais, une différence, mais souffrante, vous voyez ce que je veux dire. Il peut aller loin, il peut se mettre des clous de partout, il peut... Voilà. Ça peut être très très loin, un cadre qui va vraiment mal. Et au contraire, quand il remonte vers le haut, il va aller vers l'expression de sa beauté, d'une part, et surtout de son originalité. Il va être touchant par son originalité, et toujours très connecté à l'expression de sa sensibilité, il va, au fond, travailler l'expression de cette sensibilité. C'est-à-dire qu'il va mettre de plus en plus de lois, on pourrait dire, de processus, de savoir-faire dans l'expression de cette sensibilité. Au fond, le peintre va travailler son geste, le créateur va travailler son truc, et on voit qu'il met de la structure dans l'expression de sa sensibilité, jusqu'à devenir un orfèvre. Et il sera étonnamment incroyable, parce que oui, il vous fait une peinture, mais le dernier coup de pinceau fait toute la différence. Vous voyez, c'est ça l'artiste. Il vous prépare une table, c'est waouh, c'est original. Il adore l'habillage des pièces. Il adore. Les 4 sont nés pour révéler la beauté, pour moi. Et on a tous cette dimension créative en nous. On a tous cette aspiration-là. Mais chez certains, c'est évidemment très développé. Ça marche? La peur du 5 et la peur et la motivation du 5. La peur, on va commencer. La peur, vous vous souvenez, il a besoin de comprendre, d'expliquer, tout ça. Le 5, c'est la perte de repères, le vide, le manque de repères, pas comprendre. Et d'ailleurs, souvent, il ne se sent pas compris. Voilà. Et c'est pour ça qu'il arrêtera de parler. Ou il a peur de ne pas être compris. Il a parfois le sentiment de ne pas avoir grand-chose en tête, parce qu'il se sent inférieur aux autres. Mais la réalité, c'est que quand vous commencez à parler avec lui, vous apercevez que c'est une véritable encyclopédie, le gars. Alors, soit il a une expertise dans le domaine et très pointue, il y a beaucoup d'experts 5, soit il est dans cette capacité d'aller très loin dans une expertise et passer à une autre, puis encore à une autre, puis encore à une autre, puis encore à une autre. Vous voyez, il va devenir psychologue, puis après il va faire une agrégation de je ne sais pas quoi, puis encore autre chose. Mais son truc, c'est apprendre. Il est capable en 2-3 ans, comme ça, de passer un doctorat dans un domaine, un autre dans un autre. Il a une faculté incroyable d'intégration de données. Il fuit une espèce de vide intellectuel, enfin Et son grand désir, évidemment, c'est de comprendre et expliquer. Comprendre, alors déjà lui-même, comprendre et s'expliquer les choses, mais après, c'est ça qui va donner le meilleur de lui-même, c'est quand il va être porteur de sa pensée, porteur de ses concepts aux yeux du monde. On va devenir un excellent visionnaire. Un bon 5, c'est un analyste, en fait, en gros, vous lui donnez les 3 derniers bilans de votre société, où il dit, tiens, pense-moi à l'entreprise à 5 ans, 3 ans, 1 an. Ça, il adore. Il ne faut pas lui demander d'après d'aller parler de la vision à l'ensemble du personnel, sauf si il a appris à passer au devant de la planche, c'est-à-dire de se mettre en avant et agir. Alors, parfois, il faut le pousser un peu pour le mettre à l'action. Ok? Le 6, la peur du 6, vous vous souvenez, il a besoin d'être entouré, d'agir avec le groupe. La peur du 6, c'est se retrouver seul face au monde. Donc être banni du groupe, mais surtout l'idée, c'est de se retrouver seul face au monde. Parce qu'il n'a pas d'identité. Il dit, je suis personne, en fait. C'est sa problématique. Donc se retrouver seul face au monde. Et à l'inverse, ce qui va vraiment l'animer, c'est l'action collective, c'est le sentiment d'être en lien avec du monde, c'est le sentiment de pouvoir partager, de construire avec les autres. Voilà. Donc l'œuvre collective, agir ensemble, ça c'est très important. Et bien sûr que l'œuvre doit servir une cause. Vous ne motiverez pas. Les 3 et les 6 ont cette grosse différence, c'est-à-dire que le 3 il est parti pour un projet individuel, le 6, s'il n'y a pas une raison sociale, s'il n'y a pas une cause importante derrière en termes de système de valeurs,
Voilà, les 6 sont vraiment très sensibles, par exemple, à la dimension des valeurs. Le 7, la peur du 7, on l'a vu, la peur de souffrir à cause du manque. Ça va? Et leur grand désir, profiter, jouir de la vie. Enfin, c'est côté, c'est le plaisir, donc c'est le profit. Profiter. Je continue le 8. On a vu leader, sa peur, perdre le contrôle et surtout être dépendant de vous. Dépendant de vous. Donc lui, il veut vraiment garder son territoire, la maîtrise sur les choses. Et dès qu'il sent que vous prenez un peu trop de place, il va vous rappeler qui est le patron. Hein, et son grand désir, évidemment, c'est d'avoir le contrôle. Avoir le contrôle sur lui-même et si possible sur l'environnement. Voilà. En fait, au-delà du contrôle, ce qui va être vraiment top, encore une fois, au meilleur de lui-même, c'est qu'il acquiert la discipline. Et c'est pour ça qu'il devient un leader inspirant, parce qu'au lieu d'être un dominant, il inspire par la discipline qu'il envoie. Hein. Enfin, on a dit pour le médiateur la peur, ce n'est... Oui, la peur de la division. Division. En fait, il y en a 2 qui ne sont pas très bien avec le conflit, c'est justement les 2 et les 9, mais pour des raisons différentes. Le 2 est dans la crainte du rejet, le 9 il est dans la crainte des vagues, en fait. Parce qu'il ne veut pas faire de vagues, la division, enfin voilà, ça ne veut pas. Et sa grande motivation, bien sûr, c'est d'unifier, de rassembler, de réharmoniser, hein, l'unité. L'harmonisation, en fait. Ok? Alors, je vous parlais après des... Ça va? Je continue encore un peu? C'est bon? Vous avez encore la présence? Yes. Alors, je vous parlais des voies d'intégration, des intégrations. C'est vraiment un domaine de l'énéagramme qui est passionnant. Et là, on va retrouver des lois mathématiques tout à fait étonnantes. Alors, vous verrez des flèches sur les dessins qui représentent l'énéagramme. Elles sont toujours dessinées dans le même sens. Ça va du 4 vers le 2, du 2 vers le 8, du 8 vers le 5, du 5 vers le 7, du 7 vers le 1 et du 1 vers le 4. Alors, tiens, on va faire un truc marrant. Est-ce que vous pouvez prendre un téléphone, une calculatrice, et vous allez me diviser... Qui a une calculatrice, c'est bon? C'est bon. Ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à le faire sur le téléphone si vous voulez. Et vous allez me diviser 6 par 7. Ça va donner un 0, virgule, et tu me donnes les chiffres les uns après les autres. 0,8, 8, 5, 5, 7, 7, 1, 1, 4, 4, 2, 2, 8. Vous voyez? 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8. C'est ça? Fais-moi 5 divisé par 7. 0, virgule. 0,7. Donc là, on part de 7, on va aller à 1, 4, 2, 8, 5, 7. Et on a 1. Si tu me fais 4 divisé par 7, 0, virgule. 0,5. Alors, on va commencer par doucement. 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7. T'as vu? Je les ai tous appris par cœur. Bon, si on va un peu là, puisqu'on est dans les chiffres, vous avez 9. 2 fois 9, 18. 18. 3 fois 9, 27. 4 fois 9, 36. 5 fois 9, 45. 6 fois 9, 54. 7 fois 9, 63. 8 fois 9, 72. 9 fois 9, 81. Ah ouais, c'est top. Bon, tout ça pour dire qu'il y a des lois mathématiques là-dessus. On retrouve la suite de Fibonacci. Il y a même des lois qu'on retrouve dans la musique, etc. Il faut savoir qu'il y a plein de trucs là-dedans. C'est fascinant. Alors maintenant, je continue avec mes voies de désintégration. Je rappelle que la désintégration, je descends. En fait, qu'est-ce qui se passe? Comme je suis dans l'insécurité, j'ai un système de défense qui va se mettre en place avec excès et qui va me mettre dans une relation au monde qui est une relation finalement de compétition dans laquelle, évidemment, à la fin, je vais perdre. Quand je vais dans mon intégration, comme son nom l'indique, je vais grandir vers le meilleur de moi-même. En fait, je vais me libérer. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'observer que les 2 voies sont des voies de croissance. En fait, l'une m'invitant à aller m'ouvrir à mes zones d'ombre, dit autrement, mettre de la conscience dans mes zones de fragilité, pour finalement grandir et transformer. Et l'autre, m'indiquant la voie de lumière, en fait, en quelque sorte. Prenons un 4, en termes d'exemple. Un 4 est donc dans sa sensibilité. D'accord? Quand il va mal, le 4, les flèches nous indiquent la voie de désintégration. On pourrait d'ailleurs se demander pourquoi ils n'ont pas fait les flèches dans l'autre sens. Très bonne question. Et en fait, si les flèches sont orientées vers la voie de désintégration,
C'est parce que dans l'énéagramme, et on va retrouver cette loi partout en développement personnel, l'idée est de dire que plus vous allez aimer vos zones de fragilité, de faiblesse, plus ce sera facile de les transformer. Mais si vous commencez à culpabiliser de vos zones de faiblesse, de fragilité, de choses comme ça, vous êtes donc dans un rapport de fuite ou d'attaque à l'égard de ces zones, et du coup vous aurez du mal à les transformer. Vous vous souvenez quand je vous disais, l'amour est une des voies les plus puissantes de transformation. C'est ça que ça veut dire. Donc le 4, on va dire que quand il va mal, c'est pas qu'il va devenir 2, c'est qu'il va mettre en avant le fonctionnement négatif du 2, qui en l'occurrence se coupe de lui-même et se suradapte à l'environnement. Vous vous souvenez ? Le 4 qui va mal, dans sa bulle émotionnelle, va considérer que l'environnement, d'accord, est quoi ? En fait, il va se couper du monde intérieur et chercher des réponses à l'extérieur, sauf que il va lire l'environnement à travers sa bulle émotionnelle. Donc quelqu'un qui déprime, d'accord, le 4 qui va mal, si vous voulez, il est complètement dans sa créativité, il va commencer à vous lire l'environnement pour justifier qu'il va mal. Il a vu passer un chat noir et c'est donc terrible. Il va tirer le tarot 10 fois par jour pour savoir s'il se lève le pied droit ou gauche. Vous voyez ? Et il se perd en fait dans des espèces de symboliques. Et il peut vous expliquer que justement, il va justifier de sa souffrance par des distorsions fantastiques. Alors, oui, il est complètement amoureux. Alors, il a rencontré la personne de sa vie. C'est extraordinaire. Voilà, il est né pour rencontrer cette personne, c'est absolument incroyable, elle est à perfection. Vous voyez, il est complètement barré en fait. Okay, et 15 jours après, vous pouvez être absolument certain que vous allez avoir le balancier inverse. Mais il m'a trompé, mais c'est pas possible. De toute façon, c'était à l'évidence, je le savais quelque part, et de toute façon, c'est terrible. Et là, le pauvre, il est malheureux. Hein, vraiment. Attends, calme-toi, ça fait 15 jours que vous connaissez, tu as passé 20 ans sans le connaître, tu n'étais pas malheureux. Ah, mais tu peux pas me comprendre. Tu comprends. Pourquoi il est complètement dans son émotion, en fait. Bon, je caricature, bien sûr. Mais un 4 est vraiment... Donc, quand il va mal, il part vraiment vers le bas. Et parfois, il a mal un peu à le remonter. Mais bon, il faut accepter qu'il passe vers ses zones d'ombre, etc. OK ? Donc, il descend. C'est pour ça qu'on dit que c'est désintègre en 2. Quand au contraire, un 4 va aller vers le 1, on dit qu'il va mettre de la loi, de la structure, de la forme, dans l'expression, justement, de sa sensibilité. Et c'est comme ça que, mettant de la forme, on va voir, il va accéder au bonheur, au plaisir de créer, qui va l'amener dans de la prise de conscience. On va le voir. Enfin, bon, prenons le 2, d'accord ? C'est juste pour vous donner comme ça quelques exemples. Le 2 était dans le besoin d'aider les autres. Vous vous souvenez ? Qu'est-ce que fait un 2 quand il va mal ? Il surabonde d'attention pour les autres. D'accord ? Et qu'est-ce qui va se passer à force de donner ? Il va partir en 8, mais c'est un 8 destructeur, c'est-à-dire il va commencer par vous culpabiliser. Après tout ce qu'il a fait pour lui, tout ce qu'il a fait pour vous. Bon. Et ça peut aller jusqu'à, si tu ne rentres pas à la maison, je me suicide. Donc il va prendre son leadership, pour vous expliquer que c'est à cause de vous, en fait, en quelque sorte, qu'il souffre. Vous comprenez ? Comme dirait mon ami Jacques Salomé, que je salue d'ailleurs, il va faire du terrorisme relationnel. Voilà. Alors qu'en fait, un 2, si vous voulez l'aider, la tendance c'est souvent de lui dire ce qu'il devrait faire, c'est réellement la dernière chose à faire. Un 2, il faut le connecter à ce qu'il ressent. Et l'aider à réfléchir, en fonction à ce à quoi il aspire, qu'est-ce qui serait bon qu'il change dans son attitude pour accéder pleinement à ce à quoi il aspire, prendre conscience des éléments qui ont transformé ça. Du coup, il va devenir un leader qui va amener véritablement les gens dans la croissance. Bon, là, je vous l'ai fait un peu vite, mais sachez que c'est vraiment de l'horloge suisse. Si on prend un 8, par exemple, le 8, c'est le leader, on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire face à ce socle qui décide de détruire le monde ? Ben, on peut toujours l'attaquer de tous les côtés, mais la réalité, c'est que ce serait beaucoup plus performant. Qu'est-ce que fait un 8 quand il est dans son truc ? Il descend dans sa tour d'ivoire, sa pensée, et vous justifie son action, aussi destructrice soit-elle. D'accord ? Donc le 8 se dégrade en 5, en s'enfermant dans sa conception de pensée pour justifier son terrorisme, là, en quelque sorte. Vous voyez, sa dictature, en fait. Mais la réalité, c'est qu'il poursuit un but quand il fait ça. Donc, si vous voulez, au contraire, aider un 2 à grandir, ce qui va l'amener à grandir, c'est de s'ouvrir à la sensibilité des autres. D'accord ?
et mettre véritablement sa force et son pouvoir au service du monde. D'accord? Alors, eh bien, un 8, si vous voulez le transformer, il ne faut pas lui dire qu'il a tort sur la façon de faire. Il faut lui dire, en gros, je vous fais court, mais on va faire ce que vous avez dit. Et pourquoi on va le faire? Parce que c'est vous qui avez décidé. C'est vous le patron. Mais quand vous faites ça, en fait, qu'est-ce que vous poursuivez? C'est quoi qui anime autant votre action? Et vous allez voir qu'en l'écoutant, il va vous donner une justification. Il va vous expliquer que, bah voilà, l'avenir de la Terre, on va éliminer tous ceux qui sont tordus, on va garder que les bons, quoi, en gros. Puis il va vous expliquer que c'est la loi de la nature, en fait. Et que c'est le seul à pouvoir faire ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une vraie vue pour le monde. Vous comprenez? Enfin, donc pour ça, on va dire, au fond, c'est pas l'idée de tout détruire ce qui t'intéresse. Toi, c'est de faire grandir le monde de telle ou telle manière. Ok. Vous voyez, je vous fais court, hein. Mais c'est grâce au fait qu'on va le connecter à une vision et une ambition qu'ensuite on va pouvoir le faire évoluer sur ses comportements à l'égard de cette vision. Mais si on ne sait pas le rencontrer à ce niveau-là, ça va être compliqué. Bon, je vous le dis rapidement, hein, mais c'est pour juste saisir les principes. Et on a tous en nous un leader qui parfois a envie de tout contrôler. Et si à un moment donné je me confronte à toi qui a tout envie de contrôler, ben, je vais dire ok, on va le faire. Que tu me demandes, surtout si moi je suis dans ton équipe, tu vois, et que tu es le patron. Mais à un moment donné, je vais le faire parce que tu le demandes, tu vois. Mais à un moment donné, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui te motive vraiment à faire ça, parce que je suis sûr que si tu es prêt à faire ça, c'est qu'il y a une raison pour laquelle tu fais ça. Et tu m'expliqueras plus tard. Et ça, qu'est-ce que ça fait? En tant que leader, ça va te donner envie de dire, ok, je vais t'expliquer. Parce qu'en fait, tu poursuis un but. Et tu es même touché à l'idée que je reconnais ce qui est en toi, une telle conviction pour avancer. Tu comprends? Et c'est parce qu'à un moment donné, je veux dire, au fond, ce que tu poursuis, c'est ça, c'est bien ça. On va le valider. Ok, ça, je trouve ça vraiment bien. Maintenant, est-ce que tu penses que cette stratégie, c'est la meilleure? Et là, tu vas me dire, bah, s'il y en avait une autre, je la connais. Ah, c'est intéressant, ça. Donc, en fait, si tu fais ça et tu mets autant d'énergie pour faire ça, quel que soit le comportement, c'est vraiment pour satisfaire ça. C'est bien ça que tu m'as dit. Ok, ça, je trouve ça super. Et s'il existait une façon qui te permette de satisfaire ça encore plus, sans dépenser l'énergie que tu mets, t'intéresse? Première réponse, si ça existait, je le saurais. Ok. Et imagine que ça existe et que tu ne le saches pas. Un truc. Là, tu vas me dire, tu le connais? Je dis, moi, je ne sais pas. Mais je suis sûr qu'il existe un truc qui permet d'aller plus loin que ça. Je ne sais pas quand on va le faire, comment. Mais si ça t'intéresse, je vais me mettre en recherche de ça. Je n'ai pas commencé par dire que je le sais, toi. Tu comprends la stratégie? Mais voilà. Donc ça, c'est la... Bon, je vous donne un peu des exemples. Voilà. Donc c'est l'énéagramme qui permet d'expliquer ces mécanismes. Je continue. Le 5, dans sa tête, beaucoup, en fait, il va s'enfermer dans le 7. Pourquoi? Parce qu'il tombe dans la jouissance intellectuelle. Le problème, c'est qu'il s'isole dans son concept. Or, un 7, si vous voulez l'aider, un 5, si vous voulez l'aider à grandir, il faut l'amener, il faut dire qu'est-ce que tu as compris et comment cette conscience que tu as, cette richesse que tu as intellectuelle, comment elle pourrait servir le monde. Et en fait, c'est sa grande ambition, c'est de sauver le monde à travers ses recherches. Et c'est comme ça qu'il va se mettre en avant, devenir un leader et servir le monde. Vous avez compris? Vous prenez un 7 qui est beaucoup dans son plaisir, excessivement dans son plaisir. Quand il est mal, il va demander de plus en plus de détails pour pouvoir profiter de son truc. Quand il est au meilleur de lui-même, au contraire, dans son élan de gratitude, il va sourire au monde et vous expliquer que le monde est magnifique en fait. Le 1, besoin de perfection, d'accord? Quand il est pas bien, en fait, il s'enferme dans le sentiment qu'il n'est pas parfait. Et que s'il est différent, ça ne va pas, il faut vraiment qu'il travaille son truc. Au contraire, quand vous allez l'aider à grandir, quand vous lui dites, bah écoute, lâche un peu prise, tu vois, desserre un peu les fesses, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Accepte l'idée que le monde va tourner, même si tu ne le portes pas complètement de tes bras, tu vois. Et là, il va se détendre dans la mâchoire, dans les épaules, et ça va lui faire beaucoup de bien. Apprends à profiter, et c'est pas grave. Si ça se passe différemment que tu avais prévu, c'est pas grave. Gagne en souplesse, en machin, etc. Donc là encore, connaître l'énéagramme, ça offre tout de suite des pistes, vous voyez, des cartographies qui nous disent, tiens, si tu prends ce sentier, ça va aller vers un autre, tu vois. Voilà. Donc ça, c'est les voies d'intégration. Alors vous avez le 3, le 6, le 9, hein, pour
ceux qui posent la question. Si, j'ai entendu la question. Voilà, 3, 6, 9. Le 6, on dit qu'il se désintègre en 3. Le 3, et si vous inversez la machine, ça va dans l'autre sens. Donc vous aurez compris que le 6, par exemple, dans son besoin, cette action collective, s'il va vers le 9, ben, il tend vers l'harmonisation des différences. S'il va vers le 3, en fait, il est dans la compétition à l'égard des autres et remet en cause les autres qui, d'après lui, portent un risque au système. Le 9 s'endort et là, il se cache en fait derrière le groupe, il disparaît derrière le groupe, alors qu'en bon 9, il va mettre en avant son action, il va mobiliser son énergie intérieure. Quant au 3, le 3 qui a besoin d'action, qui est beaucoup dans la compétition, il va apprendre à entrer dans la collaboration, c'est-à-dire que ce n'est pas la compétition négative, mais prendre en compte les différences et grandir avec, alors que le 3 s'éteindra, parce que tout d'un coup, il n'a plus d'objectifs, et vous voyez, alors qu'il aime bien bouger, etc., il est dans un environnement où il n'y a plus d'objectifs, il s'ennuie, il s'éteint, et il tombe en 9 et il s'endort. Rapidement. Après, pour finir, vous avez... donc ça, c'est les voies d'intégration. On parlait des ailes. Donc les ailes, c'est les deux côtés qui marchent. Et après, vous avez ce qu'on appelle les voies d'harmonisation. Je vais finir là-dessus, puis après, je vous lâche parce qu'il est l'heure. Ça va? Vous avez 2 minutes encore? Ouais. Alors, les voies d'harmonisation, c'est passionnant. C'est-à-dire, c'est des dimensions que je développe depuis quelques années autour de l'énéagramme. Et vous allez voir, symboliquement, c'est très intéressant. 8 et 1 sont une dynamique de loi. Le 1 est dans la loi externe, le bien faire. Le 8 est dans la loi interne, les principes. 8 et 1 font 9. D'accord. Ok, vous avez une voie d'harmonisation. Et c'est très intéressant de voir que, en fait, au milieu, vous avez un pilier. D'accord. Et c'est la structure, la loi. D'accord. Au passage, quand on a commencé l'énéagramme, j'ai commencé par faire un cercle. Le cercle, c'est l'unité. Le cercle, c'est le tout, c'est le 1, le one. Ok. Après, on a dessiné un triangle. Et une fois que vous êtes clair sur vos valeurs, sur vos aspirations, vous avez besoin d'orienter votre attention sur l'avenir. C'est l'index, au passage. C'est-à-dire l'action individuelle. Donc, j'ai besoin d'avoir d'abord des actions. C'est ce qui va se faire dans le cadre d'une évolution personnelle. Vous commencez à avoir des objectifs qui sont en phase avec vos valeurs. Okay. Et après, vous allez passer à un stade 2, c'est avoir des objectifs en phase avec les personnes avec qui vous êtes. Que ce soit votre conjoint, si vous êtes ensemble, vous allez intérêt à avoir des objectifs communs, parce que c'est... Si vous avez vos collaborateurs, on passe dans une dynamique d'objectifs collectifs. Et enfin, on va aller vers des objectifs universels. C'est uni vers l'environnement. Universel. Vous voyez? C'est ce qu'on travaille notamment dans les dynamiques de cohésion d'équipe. D'accord? Donc ça, c'est l'orientation. Ça va, ça vous parle? Si ces 3 font toujours 9, on est dans une action individuelle, action collective. Ouais. Et là, on est dans une dynamique d'action. Je vais le faire en orange. Action individuelle, action collective, action universelle. Et comme par hasard, on a un triangle. Vous savez que le triangle, dans toute l'histoire de l'humanité, ça représente l'orientation des forces, le focus, la direction, l'énergie aussi. Par exemple, sur les armoires électriques, vous verrez le triangle du feu. Ah oui, c'est très axé à l'énergie. Vous comprenez? Si on va un peu plus loin, dans le nucléaire aussi, vous retrouvez le concept du triangle. Tous les panneaux d'attention, comme par hasard, sont en forme de triangle. À mettre le focus, votre attention sur telle ou telle chose. Donc, vous voyez, c'est vraiment intéressant de voir l'énergie, le focus, l'action, le feu, etc. Donc on parlera de feu intérieur, ce qui me motive. On parlera aussi de ce qui nous motive ensemble pour aller justement répondre à ce qui peut être motivant pour l'environnement. Ça, c'est une action intéressante. Vous sentez le truc. Ensuite, pour aller vers cette action, vers cet objectif, on a besoin de comportement. Le 3, c'est le majeur. Le majeur, c'est quand vous êtes la majorité, hein, vous êtes donc responsable. Et là, on a une dynamique de loi, de carré. Le carré, c'est la structure. Vous avez le carré intérieur, qui est le positionnement. Et dans une évolution personnelle, une fois que vous savez où vous voulez aller, vous avez besoin de définir votre positionnement. À quoi je dis oui, à quoi je dis non, quelle est l'action que je vais mettre en place, quels sont l'argent que je vais dépenser, le temps, l'énergie. Vous voyez, il y a des choix à faire. Ça, c'est du positionnement. À quoi je dis oui et à quoi je dis non. Et après, il y a une action qui est plus une action externe, qui est de mettre des étapes. Je vais commencer par aller me former là, puis après je vais faire ça. Vous voyez, je vais construire une stratégie, un plan, une planification. Et cette planification, elle découle de cette sagesse intérieure, de cette
compris de ce positionnement. D'accord? Là, on est dans le carré. Le carré, ben, il n'y a pas plus carré qu'un... Hein, c'est ça, au socle, au carré, aux lois, à la structure, aux limites, au périmètre. Voilà, c'est tout la stabilité, etc. Vous sentez, on est dans une énergie de carré. Enfin, pour avancer, continuer d'avancer, vous aurez besoin de relations. Dernier loi, comment on appelle celui-là? L'annulaire, c'est l'anneau, c'est la reliance, c'est la communication. Et regardez comme c'est intéressant de voir que dessous, d'accord, on avait là une dynamique de loi, et là on a une dynamique de lien. Et le lien, que je vais faire en bleu là, volontairement d'ailleurs, et bien d'ailleurs là vous avez une croix. Et c'est la symbolique de la croix, c'est la symbolique de la relation, le point de rencontre, le point de reliance, le carrefour, la communion, la relation, la bénédiction, le plus, etc., le relier, hein, parce que sans relation, on va nulle part. Et le 2 et le 7 sont toujours 9. Et vous verrez que dans la relation, ici, on est donc loi, lien. Le 2, on est dans une dynamique de lien, et vous avez évidemment cette polarité. Parfois, elle est excessive, et vous aurez besoin de redévelopper votre lien à vous, c'est-à-dire à l'écoute de vos propres besoins. D'accord? Et c'est pour ça qu'on appelle ça des lois d'harmonisation. Je peux être trop dans la loi de principe et pas suffisamment ouvert à la loi des autres, ou trop dans l'organisation et j'ai besoin d'apprendre, non pas à m'adapter à la loi des autres, mais à redévelopper mes propres lois. D'accord? Il y a un juste équilibre. Même chose dans le lien, je peux être en relation excessive dans le lien, auquel cas j'ai besoin de redévelopper une attention, une communication à l'égard de moi-même, revalorisation, confiance, estime de moi-même, ou je suis beaucoup dans la prise en compte de moi-même, d'accord? Mais j'ai besoin d'apprendre, pas seulement à profiter des choses, mais à vérifier que les autres s'y retrouvent aussi. D'accord? Ça va? Bien. Puis après, on a l'action qu'on retrouve avec notre triangle. Et à votre avis, ici, qu'est-ce qu'on va trouver? Ça fait toujours 9, hein, vous avez remarqué? 5 et 4 font toujours 9. On va trouver l'évolution. La symbolique, c'est l'auriculaire. L'auriculaire, c'est quand vous dites, c'est mon petit doigt qui me l'a dit. Dit autrement, il y a à la fois une affaire de conscience et une affaire d'intuition. Magique. Qui va me mettre au service de la croissance et du développement. Et regardez dans le 4, en fait, on rentre dans une infinie richesse intérieure, puisque la créativité, la sensibilité, l'intuition, c'est une richesse infinie. Vous avez tous en vous un potentiel de fou en termes de créativité. Et plus il va être sollicité, plus il va se révéler, que ce soit dans la musique, dans le sport, dans n'importe quel... Plus vous allez y chercher en vous cette créativité, plus elle va se manifester. Et de l'autre côté, vous avez aussi une conscience qui peut grandir de manière infinie. Comprendre le monde, expliquer les choses, entrer en conscience de vous-même, des autres, du monde. Et vous verrez que dans l'évolution d'un comportement, il vous faut 3 choses, enfin l'évolution d'une personne, que ce soit dans son rapport à l'argent, à l'amour, à sa santé, il faut qu'elle évolue dans sa compréhension des choses, des repères, qu'elle évolue au niveau émotionnel, dans son rapport par exemple à l'argent, et qu'elle évolue au niveau de ses comportements. Et on va voir que le 5 et le 4, quand ils évoluent ensemble, ils entraînent un changement de comportement. Dit autrement, dans ma relation à l'avant, si tout d'un coup j'ai une conscience différente des choses, de moi-même, des autres, du monde, que j'ai une sensibilité différente, il y a forte chance que mon attitude, elle, se transforme. Bon, parfois, on va l'aider aussi. Voilà. Donc, on a l'évolution, à la fois intérieure, à la fois extérieure, et la symbolique de l'évolution, vous la connaissez, c'est la spirale. Et en fait, ces 2 points ne se rencontrent jamais dans l'énagramme, puisqu'on assiste à un cône. Donc, c'est la symbolique de la croissance, de la spirale, c'est la transformation, la croissance, l'évolution, enfin, c'est un truc de dingue, ou la régression. Mais tout change dans la vie, rien n'est stable. D'accord? C'est ça, cette idée que tout est cyclique, en fait, dans la vie. Voilà. Et pour terminer, et là, vraiment, je m'arrête là-dessus, on va avoir une trilogie, c'est comme les films du vendredi soir, là. Trilogie. Les 3 centres, qui sont très intéressants, parce que d'un côté, on est dans un mode, ici, plutôt de la pensée. Les 5, les 6 et les 7 sont plutôt portés, quand vous leur demandez, par exemple, qu'ils vous parlent d'une situation qu'ils ont, voilà, d'une situation, ils vous diront plutôt ce qu'ils en pensent. Ouais. Les 8, les 9 et les 1, c'est les tendances que je vous donne. Ils sont plutôt portés par l'action, c'est vraiment l'action tripale en fait, alors que les 4, les 3 et les 2 vous diront plutôt ce qu'ils ont vécu, c'est-à-dire eux, ils sont plutôt portés par l'émotion.
par exemple, si je vous parle d'une soirée, en tant que deux, je vous dis, waouh, c'était super, les liens avec les gens, c'était génial, etc. C'était beaucoup dans l'amour, c'était super. Ah, il y avait une énergie de fou dans ce séminaire, c'était top, etc. Les 15, les gens étaient touchants, on a accédé à des trucs, des sensibilités, c'était énorme. Là. Vous voyez? Les 5 disent, oula, j'ai compris des trucs dans ma profondeur, j'ai analysé les machins, etc. Le 5, vous le mettez en situation de travail sur les émotions, il ne comprend pas, il vient vous voir, il revient le lendemain, il vous fait le concept. Les 6, ils vont dire, ah là là, la dimension collective, c'était important, on partageait des valeurs, on va se retrouver, j'ai monté un cercle, voilà, on est tous sur WhatsApp, etc., c'est génial. Le 7, alors lui, il a profité du soir au matin, on était au resto, on s'est régalé, etc. En plus, voilà, on fait des soirées, il va repérer tous ceux qui aiment jouir de la vie, finalement, il va jouer avec eux. Vous avez compris? Donc c'est très intéressant parce qu'on a des polarités, là c'est dominante, hein, tout ça, mais les 8 sont plus portés par l'action. Le 8, il n'a rien dit pendant 3 jours. D'un coup, il va vous expliquer comment ça marche. C'est le leader, pam, 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 en 3 machins. Si tu as un problème, il t'a tout de suite trouvé la solution. Vous voyez, c'est le... Il y a un problème? Je suis là. Le 9 est un peu discret, on n'entend pas trop. Mais il aime tout. C'est génial, les gens sont harmonieux. Le 1, il est un peu perfectionniste. Il a pris des notes. Après, il vous partage ses photos, des notes, c'est nickel. Vous avez écrit un bouquin pendant le séminaire. Il a noté toutes les phrases, les expressions. Et on l'adore pour ça. Il est structuré. Tout est en bordel, sauf sa table. Bon, bref, je caricature, mais tout ça pour dire que moi, ce que je trouve de magnifique, et je vais finir là-dessus avec l'énéagramme, c'est ça ouvre à une compassion extraordinaire, parce que ça ouvre en fait à toute la richesse humaine, ça révèle nos différences, et ça permet de tellement mieux les vivre. Voilà, en tout cas, ce que je pourrais dire de l'énéagramme. Merci à vous, c'était un super moment de faire. Vous savez tous. C'était top. Merci à toi parce que j'avais jamais eu cette notion de